Bonjour, je vais vous présenter sans plus tarder notre prochain conférencier. Donc, il s'agit de François Routier, qui est ingénieur de formation, qui a aussi un doctorat en réadaptation à l'Université de Laval et plusieurs années de stage de postdoctorat à son actif, qui est maintenant chercheur au CIRIS, le Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale, ici au sud de la capitale et à l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec et professeur au département de réadaptation de l'Université Laval. Donc, qui va vous parler aujourd'hui des impacts du bras robotisé Jaco. Donc, je lui cède la place. Alors, bonjour tout le monde. Je vais juste me mettre une petite minuterie. Donc, comme la présentatrice a indiqué, je vais vous présenter une étude qu'on a réalisée auprès de personnes qui ont une maladie neuromusculaire et qui utilisaient le bras Jaco afin d'évaluer l'efficacité ou les impacts du bras dans leur quotidien. Avant de débuter, étant donné qu'il s'agit du bras Jaco, un bras commercial, je tiens à déclarer que je n'ai pas de conflit d'intérêt. C'est-à-dire qu'aucun financement ne provient de l'entreprise pour cette étude. Je n'y ai aucun bénéfice financier et qu'il n'y a eu aucune ingérence de la part de l'entreprise dans la conceptualisation de l'étude ou l'interprétation des résultats. Ça ne veut pas dire toutefois qu'on n'est pas en démarche pour obtenir des financements publics-privés. On est en lien étroit avec la compagnie pour des études futures. Donc, les individus qui sont atteints de maladies neuromusculaires peuvent avoir certaines difficultés là, dans la réalisation d'activités qui nécessitent le membre supérieur et ça va affecter leur participation sociale, leur qualité de vie. Dans le processus usuel de réadaptation, le recours aux aides techniques est quelque chose d'assez commun. Il y a quand même beaucoup d'abandon des aides techniques, je dirais surtout pour ce genre d'aides techniques-là, peut-être moins pour les aides à la mobilité, exemple le fauteuil roulant, où il y a peut-être une plus grande obligation pour l'utiliser, étant donné ce pourquoi on l'utilise. Le confort, les objectifs initiaux versus ce que ça fait réellement, le bruit, les dimensions, tout ça peuvent être des raisons d'abandon. Une des principales raisons peut être justement les objectifs qu'on se fixe au départ et ce que l'aide technique fait réellement. Donc, ça nous amène à dire qu'une aide technique devrait être bien évaluée avant de l'attribuer et bien ciblée pour quelle tâche elle devrait être utilisée réellement pour le travail, pour les loisirs, pour l'hygiène, pour les activités de la vie quotidienne. Pour le membre supérieur, il existe des orthèses robotisées notamment. On peut aussi les appeler des bras dynamiques, là, qui vont répondre à des besoins de personnes qui ont notamment des maladies neuromusculaires. Ils vont offrir une compensation du poids, vont permettre un mouvement du membre supérieur en 3 dimensions sans grande difficulté et on va pouvoir ajuster le niveau de compensation en fonction des capacités de l'individu et aussi en fonction des tâches à réaliser. Il existe également des bras robotisés, là, donc là, ce n'est plus le bras de la personne qui travaille, mais vraiment toute l'aide technique. Il existe peu de littérature sur l'utilisation et les bienfaits, les impacts des bras robotisés. On a complété une recension de la littérature sur le sujet récemment qui montrait sur de petits échantillons habituellement 2, 3, 4 cas, des bénéfices positifs, mais des études à long terme, là, sur plusieurs mois, il en existe très peu. Nous, ce qu'on a fait récemment,
en parallèle à l'étude que je vais vous présenter, c'est regarder chez des clients ou des gens qui ont acheté le bras Jacot, qui avaient le bras depuis au moins 6 mois, quel était l'impact qu'avait eu le bras pour eux et aussi pour leur aidant. On a constaté que le bras avait quand même des effets, je dirais, importants, mais pour un nombre limité d'activités ou de tâches. Et pour l'aidant, là, les impacts étaient plus modestes parce que l'aidant doit quand même être là pour plein d'autres activités auxquelles le bras ne répond pas. Juste pour vous mettre en... Ceux qui connaissent moins le bras Jacot, j'ai une petite vidéo ici qui se retrouve sur YouTube, que vous pouvez trouver facilement. Je montre un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec. C'est un bras qu'on installe généralement sur un fauteuil roulant, mais il pourrait être installé à une table de travail, une table pour s'alimenter aussi. Bon, les gens, je dirais les gens qui sont très habiles à le contrôler vont pouvoir faire vraiment beaucoup de choses. Et je dirais même jusqu'à dire que le bras peut avoir un effet social important, là. Donc, je ne passerai pas la vidéo au complet, mais je voulais vous montrer un peu, pour ceux qui ne savaient pas qu'est-ce que c'était Jacot. Je vais y arriver. On revient. Donc, c'est un bras qui est commercialisé depuis 2008, environ une dizaine d'années. Un des plus petits, sinon le plus petit sur le marché, et surtout fabriqué au Québec, conçu et fabriqué au Québec. Donc, quelques études qu'on a fait au cours des 10 dernières années ou que d'autres ont fait. La première, en 2011, tout ce qu'on voulait montrer, c'est est-ce que les gens sont capables d'utiliser Jacot et est-ce que ça prend beaucoup de temps à s'approprier son fonctionnement. Donc, l'étude de Maheu en 2011, on a montré que la majorité des gens, là, entre 70 et 80... En fait, les gens, 79 à 93% des gens réussissaient les tâches qu'on avait déterminées du premier coup. Donc, pour la plupart, là, entre 1 et 2 coups. Donc, c'était très rapide à s'approprier le fonctionnement de Jacot. Deuxième étude, là, c'est au Centre Marie-Enfant, Elisabeth Clark a montré qu'après 7 séances d'entraînement d'1 heure, 93% des participants maîtrisaient le fonctionnement de Jacot. Donc, encore là, c'était pour montrer que c'était facile d'utilisation. Et nous, en 2014, on a montré qu'après 1 mois d'utilisation à domicile, donc on prêtait le bras 1 mois aux gens, là, ils pouvaient améliorer, je dirais, la réalisation de certaines activités ou avoir de nouvelles activités, tâches qu'ils pouvaient réaliser avec Jacot. Et comme je disais, les études à long terme, il n'y en a pas vraiment. La seule qui existe à notre connaissance, c'est ce que je vous ai décrit tantôt. Donc, moi, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est de vous présenter les résultats d'une étude où on a évalué l'impact du bras Jacot auprès d'une clientèle spécifiquement atteinte d'une maladie neuromusculaire et évaluer la nature et l'importance des activités réalisées en milieu communautaire. En fait, ce qu'on a fait dans le premier cas, c'est qu'on a prêté le bras 2 mois à des personnes qui avaient une maladie neuromusculaire. Pourquoi 2 mois? Pourquoi pas 1 mois comme on avait fait par le passé? 1 mois, c'est un peu la limite pour laquelle les gens pouvaient s'approprier correctement Jacot, pour lequel il y avait une stabilisation dans son utilisation. Je dirais les premières semaines, les gens sont plutôt yes, j'ai un beau bidule. Mais après ça, ça peut redescendre un petit peu l'enthousiasme et l'utiliser un petit peu moins. Donc, en 1 mois, on était un peu limite. Donc, on est passé à 2 mois. Pourquoi pas plus? C'est une simple contrainte de disponibilité d'équipement. C'est nous qui prêtons les équipements. J'ai un bras à leur prêter,
Donc, à 2 mois, je ne peux pas faire plus que 6 personnes par année. Donc, à 3 mois, ça rallonge l'étude de beaucoup. Donc, on a fixé à 2 mois. Et dans le deuxième cas, quand on parle de milieu communautaire, on amenait les gens, on a recruté à Québec et Montréal. Donc, les gens de Québec allaient au Musée de la civilisation. Les gens de Montréal allaient dans un centre d'achat à Montréal et réalisaient certaines activités là, que je vais vous décrire. Donc, les gens qui ont participé, c'était des gens qui avaient une dystrophie musculaire de Duchenne, Becker ou une amyotrophie spinale de type 2 ou 3 ou toute autre maladie neuromusculaire rare. Hein. On avait ça un peu large. Être âgé de 12 ans ou plus, avoir un fauteuil roulant depuis au moins 12 mois, faiblesse musculaire aux membres supérieurs, mais être capable d'utiliser un joystick. Jaco peut être utilisé avec autre chose qu'un joystick, mais nous, on voulait limiter la complexité de l'installation pour utiliser un joystick. Et les proches aidants, donc ça devait être des proches aidants directs là, de la personne qui participait et eux devaient avoir 18 ans ou plus. Bon, ici, juste pour vous décrire comment la procédure expérimentale s'est passée, là, juste pour dire le vert, puis dans tout ce qui suit, c'est associé à l'objectif 1 et le bleu à l'objectif 2. Donc, avant toute chose, on faisait une évaluation de base. Après, on installait le bras Jaco sur le fauteuil. On avait 2-3 séances d'entraînement dans les jours qui suivaient. On réalisait une évaluation avec Jaco, mais les gens sans grande expérience de Jaco, à l'exception de ces 2-3 heures d'entraînement et peut-être 2-3 jours, là. Et on faisait un suivi hebdomadaire pendant 2 mois auprès des usagers pour s'assurer que tout allait bien, qu'il n'y avait pas de difficulté avec Jaco, s'il n'y avait pas de conseils. Ils pouvaient nous demander conseils sur comment il fonctionnait, là. Donc, c'était un peu ouvert comme si vous avez besoin de ressources, on va vous en donner. Puis si vous n'en avez pas de besoin, bien, vous faites comme vous avez à faire. Avant de refaire une évaluation finale et retirer le bras, on allait au musée ou au centre communautaire et dans les jours qui suivaient, une dernière évaluation et on désinstallait le bras. Bon, pour l'objectif 1, les mesures qu'on a réalisées, c'était une mesure d'habitude de vie à l'aide d'une entrevue qu'on a développé sur la base de cette mesure des habitudes de vie. Pourquoi pas utiliser la MAVI directement? La MAVI, même dans sa version courte, a quand même beaucoup d'items et c'est assez précis. Jaco ne permet pas, bon, si je prends la version longue qui a 100 quelques items, je vais peut-être changer 4-5 items, 10 au maximum, ce qui peut sembler, bien, il n'est pas très efficace. Donc, on a plutôt utilisé les grandes catégories de la MAVI pour mener des entrevues et leur demander finalement, bien, qu'est-ce que ça changeait dans votre vie. Puis là, bien, on sortait un petit peu des questions de la MAVI directement. On administrait la mesure canadienne du rendement occupationnel, donc une mesure de rendement et de satisfaction par rapport à des objectifs que tu te fixes. La mesure, le TEMPA, là, qui est des tâches à réaliser, donc de la manipulation, donc plus fonctionnelle. Une mesure d'impact psychosocial, est-ce que au niveau psychosocial, l'aide technique m'apporte quelque chose? Une mesure de satisfaction et il y avait une mesure spécifique aux proches aidants pour voir dans quelle mesure ça diminuait le fardeau du proche aidant. Pour l'objectif 2, bon, comme je vous ai dit, on allait au musée ou au centre d'achat et à l'aide d'une grille d'observation qu'on a développée basée sur un cadre conceptuel spécifique aux aides techniques et une grille d'entrevue qu'on avait développée, bien, suite à cette visite dans la communauté, bien, on réalisait cette entrevue-là. Bon, peut-être juste passer vite ça. Donc, on a rencontré 10 personnes qui étaient plutôt jeunes, là, 24 ans en moyenne, majoritairement des hommes.
dystrophie de Duchenne, amyotrophie spinale, qui utilisait toutes sortes d'aides techniques depuis assez longtemps, là, depuis plus de 10 ans, qui utilisaient leur fauteuil roulant plus d'11 heures par jour. Donc, c'est des gens toujours dans leur fauteuil roulant et essentiellement des étudiants. Et au niveau des aidants, donc, ils n'avaient pas tous un aidant et où les aidants n'ont pas tous accepté de participer. Donc, on en a eu 7. La majorité des mères, une cinquantaine d'années, et fournissaient sur une base quotidienne du support, demeuraient avec les participants. Bon, au niveau des habitudes de vie, ce dont on s'est rendu compte, c'est que JACO ne permet pas de dire que la personne va avoir besoin de moins d'autres aides techniques, moins d'assistance humaine et moins d'adaptation de l'environnement. Donc, tout ce qui se fait va quand même se faire malgré la présence de JACO. Lors de la réalisation des habitudes de vie, les gens toutefois disaient avoir un petit peu moins de difficultés et être un peu plus satisfaits de comment ils réalisaient leurs habitudes de vie. Toutefois, ce changement-là est plutôt modeste, là, sur une échelle de 0 à 5, ou de 1 à 5 plutôt. On est passé de 2,5 à 2,1. Là, c'est quand même léger comme amélioration. Ça va vite, votre chronomètre. Mais je pense qu'il va trop vite. Bon, ce qu'on voit ici, c'est qu'à T0, manger, boire, il y en avait 9 qui le faisaient à T2, là, c'est avec JACO, après toute la période expérimentale, mais il y en a 8 là-dedans qui maintenant le réalisaient avec JACO. C'est ça qui est important. Et au niveau de l'utilisation d'équipements utilitaires, ben là, ça va être ouvrir les lumières, ouvrir les portes, etc. Là. Il y en a 9 qui maintenant le faisaient avec JACO. Donc, il y a des activités vraiment pour lesquelles JACO est peut-être plus destiné. Les objectifs que les gens se fixaient, ben, c'était en lien justement avec allumer et éteindre les lumières, verser de l'eau, ouvrir une porte, boire, manger. Là. Et au niveau du rendement, ben là, il y a vraiment une différence importante. Là. Les gens le réalisent beaucoup plus facilement et ils sont surtout beaucoup plus satisfaits de comment ils le réalisent. Oups. Les tâches manuelles. Bon, il y a différents types de cotes là, dans le Tempa. Ce qui est important de noter, là, bon, on passe de 13 à 7 à 4. Là. Donc, T1, c'est juste avec JACO, là, on voit qu'il y a déjà une amélioration à comment ils réalisent leurs tâches. Puis après une période de 2 mois où là, ils ont appris, sans beaucoup d'entraînement, sont encore meilleurs. Et les différences sont essentiellement significatives, là, à part 2 cotes ici là, qui sont presque significatives. L'impact psychosocial, bon, dans le PIADS, il y a 10 systèmes. Au niveau de l'indépendance et du sentiment de contrôle, c'est les 2 items pour lesquels il y a un changement plus important. C'est une cote qui varie de -3 à 3, là. Donc ici, on a des cotes de 3 qui sont positives, là, qui amènent un changement, un impact psychosocial positif. Au niveau de l'ESAT, bon, le poids les dimensions sont un petit problème, là. C'est une cote de 0 à 5 ou de 1 à 5 encore. Donc, c'est on va dire la pire cote, c'est au niveau des dimensions, mais bon, malgré que ce soit le plus petit bras sur le marché. Et dans leur perception, la sécurité, la solidité, c'est les 2 éléments les plus importants. Le reste, le poids, facilité d'ajustement, c'est quand même des bonnes cotes, là, presque 4 sur 5. Mais bon. Au niveau du fardeau des proches aidants, en fait, il y a 2 choses qui leur étaient demandées. C'était pour une tâche spécifique. Est-ce que le fardeau est diminué? Et plus la cote est élevée sur 5,
moins il y a de fardeau. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que c'est quand même une légère diminution du fardeau. C'est modeste. Et pour l'ensemble des tâches de support à la personne, encore là, on passe de 2,9 à 3, mais c'est pas significatif, là, donc il n'y a pas vraiment de changement. Puis ça rejoint là, ce que je disais au début avec la MAVI, il faut continuer à donner du support, des aides techniques, l'environnement ne change pas non plus. Et le deuxième type de cote, c'est une cote encore là globale sur les changements, seulement sur les changements. Et les gens donnaient une cote de 3,8 et 3,4, là, qui sont des cotes, on va dire, moyennes. En milieu communautaire, là, on arrivait sur les lieux. Et là, les gens, selon l'achalandage du lieu, se fixaient des objectifs au fur et à mesure que l'heure ou deux passait avec eux. Donc, ça pouvait être d'aller acheter un ticket au musée, aller prendre un breuvage au café du musée ou à un café dans le centre d'achat. Ça pouvait être aller acheter des choses bien spécifiques. Donc, les tâches ou les activités étaient assez variées et les difficultés rencontrées qui ont été mentionnées lors des entrevues étaient liées à l'environnement physique, au bras lui-même ou aux incapacités de la personne. Donc, au niveau de l'environnement physique, les espaces restreints, beaucoup de personnes autour d'eux, le positionnement et la forme des objets qui sont à saisir, ça, c'était des préoccupations importantes. Le bras robotisé, le bras Jaco, certaines personnes le trouvaient lent, les dimensions de la main, ses doigts, il y a encore des améliorations probablement à apporter. Et au niveau des incapacités des personnes, certaines pouvaient avoir des difficultés à manipuler le joystick, notamment lorsque le fauteuil est en bascule. Et lorsque les gens avaient moins de mouvement de la tête, regarder où va le bras exactement, ça pouvait être un défi. Donc, en moyenne, à peu près 8-9 activités par personne au cours de la grande activité. On leur demandait, pour chaque activité qu'ils réalisaient, quel est le taux de réussite que vous donnez. Donc, c'est à peu près 85%. Sur une échelle de 1 à 10, ils étaient relativement satisfaits, 8,1. Et pour eux, la façon dont ils réalisaient les tâches, les activités, c'était important sur une échelle de 1 à 10 encore, au niveau de 8, donc assez important. Donc, trois constats là, suite à ce 2 mois d'utilisation. On note une amélioration de la perception du niveau de difficulté lors de la réalisation des activités, des habitudes de vie, du rendement dans le cadre d'une activité importante et aussi du niveau de satisfaction. Et les participants ne prenaient pas nécessairement part à plus d'activités ou beaucoup plus d'activités avec Jaco, mais réalisaient certaines d'entre elles, c'est-à-dire les plus importantes ou les plus significatives pour les participants avec plus de facilité. Je reviens à boire, manger, rouvrir les lumières, ouvrir les portes. C'est pas nécessairement des tâches super grosses, là, mais vraiment importantes pour les personnes. Même se gratter, relever les lunettes, relever la casquette, ramasser un objet au sol, c'est des choses qui revenaient souvent. On a noté une amélioration de la performance dans la réalisation des tâches elles-mêmes, un léger impact psychosocial, les utilisateurs généralement satisfaits, mais peu de changements pour les proches aidants. Quelques limites à l'étude, on a un nombre relativement limité de personnes, donc la généralisation des résultats à prendre avec parcimonie. La période d'essai demeure courte. L'idéal serait de tester des gens sur de très longues périodes, 1 an ou plus, donc suivre toutes les personnes qui ont Jaco. Ce serait un peu l'idéal pour moi.
Le processus d'entraînement d'un individu à l'autre a été très variable et ça nous a montré que de s'arrêter à développer une façon un peu plus standardisée et ou des outils aussi pour entraîner, des outils destinés aux cliniciens, mais des outils, parce qu'on attribue le JACO, les gens apprennent des choses, mais 2 mois plus tard, là, veulent faire de nouvelles choses. Ils ne retournent pas nécessairement à la clinique. Donc, ça pourrait être des choses sur le web ou autres mécanismes là, qui seraient à la disponibilité des gens puis pour aller voir. L'évaluation dans le milieu communautaire était peut-être pas représentatif pour certaines personnes. Aller au musée n'était peut-être pas une nécessité. Conclusion, on a fait la démonstration de bénéfices potentiels du bras JACO pour les personnes qui ont des grandes incapacités aux membres supérieurs et qui sont causées par une maladie neuromusculaire. On a noté des impacts positifs. Je tiens à souligner l'importance d'adaptation, d'ajustement personnalisé. Là, je n'ai pas mentionné, mais quand on allait au domicile des participants la première fois, s'il y avait des installations particulières à faire, des poignées de porte différentes, on pouvait faire quelques ajustements. Mais il peut y avoir des besoins, je dirais, d'environnement JACO-friendly. Peut-être qu'avec JACO doit venir un paquet d'indications sur si vous voulez que ça aille bien, voici comment le micro-ondes doit être, voici comment la poignée du frigo doit être, quel verre vous devez acheter. Ça, c'était pas parfait, ça. Donc, pour nous, les prochaines étapes, développer un processus d'entraînement suivi à long terme de tous les participants et aussi, je dirais, la quantification du potentiel économique de JACO. Parce que quand on parle avec des organismes payeurs, la question, c'est quoi le bénéfice? Puis je dirais encore plus dans le contexte québécois, quand on parle avec la RAMQ et le programme d'aide à la mobilité, qu'est-ce que ça change à la mobilité? Mais eux se foutent que les gens boivent, allument les lumières avec JACO. C'est une question de mobilité. Fait qu'il y a aussi une problématique là, de communication avec les différents payeurs ou programmes payeurs. Étude financée par la Fondation GO et le Centre de recherche interdisciplinaire du Montréal métropolitain. Merci à ceux qui paient notre salaire et aussi à Kinova, qui, dans le cadre de l'étude, n'avait pas de financement, mais nous a aidés pour les installations du bras sur les 10 participants. Je me questionnais justement pour le financement, vu que la RAMQ ne défrait pas. Puis je pense que c'est quoi, 40 000 qu'on m'avait dit pour le... Pour JACO? Oui. Je pense que c'est mieux de ne pas partir avec moins de 40 000. C'est ça. Mais c'est ça, en fait, je me demandais qui avait accès à ça financièrement. Est-ce que... Qui se l'achète maintenant? Oui. C'est des gens qui décident d'investir 40 000 en leur enfant, par exemple. C'est des gens qui ont des bons amis, c'est des fondations, c'est des gens qui font des collectes de fonds. C'est à peu près ça, à ma connaissance. Je dis pas qu'il n'y a pas eu quelques remboursements. Il faudrait peut-être que vous parliez avec les gens de Kinova, là, de la part de, par exemple, la SAAC ou la CSST, là, mais je pense que c'est des cas anecdotiques. Là. Mais avez-vous l'impression justement que la RAMQ pourrait éventuellement défrayer les coûts? Parce que là, vous faites l'étude de savoir justement qu'est-ce qu'on sauvait en termes de soins, j'ai l'impression. Ouais. En fait, c'est peut-être pas la RAMQ. Je pense que le gouvernement du Québec a plusieurs poches, là. Ouais. Fait qu'il faut peut-être que lui, que les culottes, s'occupe que je vais prendre un petit peu d'argent partout, de revoir ça. Il faudrait les prendre avec le bras JACO. Nous, là, ce qu'on débute, c'est des démarches avec l'INES et puis débute, là, c'est le bon mot, là. Demain, je parle à quelqu'un du ministère. Là, on est en rendez-vous avec l'INES
pour voir comment c'est vrai pour Jaco, là, mais c'est vrai pour Kyogo, c'est vrai pour, je dirais, toute aide un petit peu plus techno, là, qui est pas... puis qui coûte un petit peu plus la totale, là. C'est pas une pince à long manche, là, on s'entend. Fait que de voir comment... de faire une analyse économique, là, finalement, de c'est quoi les bénéfices. Puis essayer aussi de cibler. L'autre chose qu'on veut faire, c'est à qui c'est réellement bénéfique, là. Parce que une pince à long manche dans le garde-robe, ça va, mais Jaco dans le garde-robe, lui qui a payé, il ne sera pas content. Donc, c'est aussi le genre de travaux de recherche qu'on veut faire, là. On a une petite cohorte au Québec sur laquelle on veut commencer à travailler, d'essayer de cibler c'est quoi les caractéristiques de ces gens-là. Mais la cohorte est petite aussi, là. On est à peu près une quarantaine de personnes. Il faut peut-être sortir du Québec parce qu'il y a des endroits qui en ont un petit peu plus qu'ici, parce que c'est payé ailleurs. Par exemple, aux Pays-Bas, c'est payé. OK. Ouais. Mais c'est payé depuis très longtemps, ce genre d'aide technique-là. J'avais une autre question, je n'étais pas certaine d'avoir compris. Est-ce que vous avez bien dit qu'il y avait peu d'impact pour les proches aidants? C'est ça que vous aviez dit? C'est ça. J'étais étonnée parce que ça fait quand même beaucoup de petites choses que les Moi, aidants je vais ont besoin de donner se comme payer, l'exemple. Oui, la personne est peut-être capable de manger avec, mais ça ne veut pas dire que c'est super clean autour. Ce qui fait que faut que tu sois quand même là. Peut-être que la personne est capable d'amener la nourriture à sa bouche, mais il faut que tu amènes la nourriture devant lui, puis il faut que tu nettoies par la suite. Fait que c'est léger comme comme aide. diminution de fardeau. Merci.